Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette 4e conférence de la journée et non des moindres. Peut-on réparer la biodiversité ? Je vous en prie, prenez place. Alors, va-t-on devoir mettre la nature sous cloche, proposer des initiatives collectives ? La biodiversité ne peut pas être réparée aussi simplement qu'une machine, évidemment. Cela va nécessiter aussi de repenser nos modes de vie, réduire la surpêche, la pollution plastique, prôner parfois une agroécologie ou encore parler de restauration écologique. Par exemple, en Amazonie, où la destruction des forêts primaires a amené à la régénération de zones entières, les fameuses forêts secondaires. Mais qu'en est-il de ces nouveaux habitats, de leur fonctionnalité ? Alors, on a un baromètre puisque j'aperçois une photo de chauve-souris dont on va parler. Et en parallèle, on va évoquer aussi les entreprises qui payent leur empreinte carbone en proposant de replanter des arbres. Alors, est-ce une initiative collective nécessaire ou du greenwashing afin de cerner tous les aspects de cette biodiversité endommagée mais réparable? Un scientifique baroudeur a accepté de quitter son terrain d'expérimentation, les forêts. Ricardo Rocha, professeur au sein du département de biologie de l'université d'Oxford, et il a accepté de les quitter quelque temps pour répondre aux questions de Guéric Poncet, journaliste au Point. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin ici, ce midi. En plus, pour parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est vraiment, je pense, le sujet du millénaire, puisque toutes nos vies et toutes nos existences dépendent de la préservation de la biodiversité, ce qu'on appelle les services de la biodiversité, c'est-à-dire tout ce que nous fournit le vivant et ce grâce à quoi on peut vivre aujourd'hui les vies que l'on a. Ricardo, on m'a demandé de te parler en français, donc je vais te parler en français. On peut peut-être commencer tout de suite en évoquant tes recherches qui portent donc sur la restauration écologique. C'est donc un processus d'aide à la récupération d'un écosystème qui est dégradé, endommagé ou détruit. Dans quelle situation est-ce que ça peut être efficace ? Salut à tout le monde. Je vais parler anglais. Mon français, ce n'est pas suffisant pour maintenir une conversation. English. Much easier. So when it comes to nature conservation, donc lorsque l'on parle de la conservation de la nature, je suis très biaisée puisque je travaille principalement dans les forêts secondaires, mais en toute honnêteté, je pense que les forêts secondaires sont certains des écosystèmes les plus intéressants pour la restauration de la nature. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un pourcentage précis, mais lorsque l'on parle de la couverture forestière dans le monde, la grande majorité de cette couverture est en réalité constituée de forêts secondaires. Ce sont donc des forêts qui auparavant étaient des forêts primaires, ont été détruites et on a permis à cette forêt de repousser. C'est vraiment une opportunité très importante pour la restauration de la nature. Et on peut avoir de la restauration active pour essayer d'accélérer la restauration en plantant les bonnes espèces, en créant les bonnes conditions pour que les plantes poussent, où l'on peut permettre à la nature d'agir d'elle-même. Par la suite, je vais vous montrer des photos de forêts secondaires et vous pourrez voir de vous-même à quel point ça ressemble à une forêt primaire. Certains des animaux, d'ailleurs, y réagissent. Donc je dirais que lorsque l'on parle d'habitat et d'un potentiel de restauration, les répercussions que l'on a dans les espaces naturels, eh bien, les forêts secondaires ont un véritable retour sur investissement. On va parler beaucoup plus de cela après. Un écosystème restauré peut-il être équivalent à son état d'origine ? Est-ce que c'est l'objectif déjà ? Et est-ce que c'est possible ? C'est une question un peu complexe. J'ai passé un peu de temps pour réfléchir à cette question et l'un des éléments clés est de savoir quel était l'habitat original, quelle est notre ligne de référence. Contre quoi est-ce que l'on mesure la situation aujourd'hui ? Parce que nous, en tant qu'humains contemporains, lorsque l'on regarde la nature, on pense à des environnements vierges. Mais en réalité, ce ne sont que des ombres de leur état passé. Lorsque l'on pense à la nature en Europe, nous avions par le passé une faune vraiment gigantesque. Nous avions
par le passé des ours, des hyènes, des hippopotames, et ce n'était pas il y a si longtemps que ça en réalité. Mais notre scénario de référence est tout à fait différent. Nous sommes très heureux aujourd'hui si nous avons des grands carnivores comme les ours, les lynx et les loups. Et bien souvent, lorsque l'on parle d'habitat vierge, on parle d'habitat dans lequel on ne retrouve pas ces animaux. Donc, l'un des éléments sur lesquels il faut que l'on se concentre, eh bien, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut restaurer la fonction de l'habitat. Quels sont les services qu'offre une espèce dans l'habitat. Le bison européen, par exemple, peut peser jusqu'à 1000 kilos. Et il crée ces espèces de trouées dans la forêt qui permettaient à la lumière d'entrer dans la forêt et permettaient ainsi à d'autres animaux un peu plus petits de se développer. Et lorsqu'ils mouraient, eh bien, ils apportaient des nutriments dans le sol qui pouvaient donc ainsi avoir des répercussions sur les plantes qui poussaient à ces endroits. Il est donc très difficile de voir clairement comment les écosystèmes fonctionnent. Il faut regarder le caractère fonctionnel des différentes espèces. Et en Amazonie, on regardait par exemple les chauves-souris. Certaines chauves-souris mangent des fruits, elles sont frugivores. Certaines mangent de la viande, elles sont prédatrices. Et si l'on regarde les différentes chauves-souris, les différentes caractéristiques écologiques qui sont associées aux différentes fonctions dans l'écosystème, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire, mais il y a une question. Qu'est-ce que l'écosystème dans son état originel et comment peut-on le restaurer? Et deuxièmement, il faut essayer de comprendre comment les différents éléments composants d'un écosystème sont interconnectés. Et c'est vraiment une tâche qui n'a rien de facile, elle est très complexe. On commence tout juste à justement des le chauves-souris, tu travailles beaucoup sur ces animaux-là. Est-ce que tu veux développer un petit peu, peut-être montrer les slides que tu avais préparés sur cet exemple précis qui montre que finalement on arrive à retrouver un état satisfaisant si ce n'est pas l'état original. Merci beaucoup. Donc, je travaille dans l'Amazonie, dans la partie brésilienne. J'ai étudié là-bas pendant 2 ans et demi et j'ai regardé ce qui se passe chez les animaux au cours d'une restauration de la forêt. Et je travaillais avec des chauves-souris comme celles que vous voyez à l'écran. Les chauves-souris représentent un mammifère sur 5 dans le monde. Il y a près de 1500 espèces de chauves-souris dans le monde. Donc elles sont vraiment extrêmement diversifiées. Il y en a beaucoup. Et si vous êtes quelque part, ici par exemple, le plus grand nombre de mammifères, le plus grand nombre d'espèces de mammifères, où que vous soyez, ce sont des chauves-souris. Peut-être pas le jour, mais ici peut-être qu'il y a 10 espèces de chauves-souris qui volent la nuit. Et c'est vrai à peu près partout dans le monde où il n'y a pas de glace. Comme nous l'avons déjà vu aujourd'hui, les forêts sont détruites dans le monde entier. Ici, c'était une photo à Madagascar, mais dans certains de ces endroits, la forêt réussit à repousser. Ici, c'est en Amazonie. Et toute cette zone avait été déforestée. Ce n'est donc pas une forêt primaire, mais une forêt secondaire que l'on voit. Mais quand on regarde cette photo, ça ressemble vraiment à une forêt primaire aujourd'hui. C'est une forêt secondaire de 20-30 ans. Et voilà ici une cartographie de la couverture forestière dans le monde. Et ce que vous voyez en vert, ce sont les forêts stables, donc des forêts qui n'ont pas beaucoup changé. Et en rouge, vous voyez les endroits où les forêts ont été rasées, détruites. Et en bleu, vous avez les zones où, au cours des 60 dernières années, on a enregistré une augmentation nette de la taille de la forêt. Ce sont généralement des zones plus proches de là où les humains se trouvent. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu une idée des choses. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet des dynamiques biologiques des forêts fragmentées. Toute cette zone sur laquelle je travaillais fait 1000 km².
Et ici, voilà à quoi elle ressemblait à la fin des années 70. Donc, de grandes zones avaient été déforestées pour le bétail. Il y avait donc beaucoup de vaches ici pendant un moment. Mais ça n'a plus été rentable. Au bout d'un moment, ils ont simplement quitté la zone. Et donc, la zone a ensuite cédé place à une forêt secondaire. Et au cours de nos recherches, nous avons essayé de comprendre comment les processus se sont mis en place depuis la destruction et le développement de la forêt secondaire, précisément sur les espèces de chauves-souris. Et lorsqu'on regarde les chauves-souris dans le monde entier, voilà ici la diversité d'espèces de chauves-souris dans le monde. Plus les zones sont rouges, plus vous voyez qu'il y a un grand nombre d'espèces représentées. Et en Amazonie, c'est vraiment la zone la plus dense en nombre d'espèces. Et voilà, ici vous voyez, elle ressemble un petit peu à des colibris qui boivent le nectar dans les fleurs. Certaines autres chauves-souris se nourrissent à partir d'autres animaux. Il y a des chauves-souris qui sont vraiment carnivores, qui peuvent manger des animaux qui ont à peu près la taille d'un rat ou d'un pigeon, et d'autres chauves-souris qui sont beaucoup plus petites, ou peut-être pas plus petites, mais des chauves-souris vampires dont vous avez déjà entendu parler. Ce sont des espèces qui boivent du sang. Donc vous voyez, vraiment, ces chauves-souris sont très diverses. Et la raison clé pour laquelle nous avons décidé d'étudier les chauves-souris, c'est parce que il y avait une étude conduite entre 1996 et 2002 et l'on a pu voir comment les choses ont évolué avec l'évolution du paysage. Et lorsque vous passez de ce type de paysage, ici c'est un fragment de forêt entouré d'une zone déforestée, et que vous passez à ce type de parcelle avec une forêt entourée d'une forêt secondaire, on voit des changements dans la communauté de chauves-souris. On perd ce qu'on appelle des spécialistes d'habitat. Ce sont les espèces les plus communes, qui sont les plus résilientes. Et on gagne donc des spécialistes. On perd les généralistes et on gagne les spécialistes. Et donc, vous voyez que les premières espèces qui disparaissent, ce sont les chauves-souris qui mangent des grenouilles, des amphibiens, et seulement des amphibiens, des chauves-souris carnivores. C'est un peu comme si vous perdiez des jaguars, des ours, des lions dans un habitat précis. Cependant, certains animaux peuvent rester dans ces zones, et certains des animaux qui peuvent rester sont des animaux frugivores. Donc voilà la deuxième espèce la plus présente il y a à peu près 20 ans. Et cette espèce se spécialise dans la nourriture de fruits à partir de plantes qui apparaissent juste après la destruction d'une forêt. Donc vraiment des plantes très spécifiques. Puis vous avez, après ces plantes, des arbres. Et voilà, ce type de chauve-souris se spécialise dans ces arbres qui poussent en premier après une déforestation. Et donc, elles répartissent les graines. Bien souvent, si vous vous promenez dans ce type d'endroit, vous pouvez retrouver donc des déjections de chauves-souris qui sont pleines de graines, de semences, qui sont gratuites et qui répartissent ainsi les arbres partout dans la zone. Et ensuite, les chauves-souris insectivores, les carnivores reviennent par la suite. Et lorsqu'elles reviennent, elles commencent à manger les insectes herbivores. Et en mangeant ces insectes herbivores, elles interagissent avec la forêt d'une façon très particulière, à savoir, elles retirent les animaux qui abîment les plantes et ainsi, elles accélèrent la rapidité de la restauration des forêts. Donc c'est un processus qui est vraiment très intéressant. Quand vous changez la forêt, cela change la communauté de chauves-souris et la chauve-souris et la communauté de chauves-souris va également avoir des répercussions sur le développement de la forêt. Donc c'est un cycle. Et bien sûr, les chauves-souris sont importantes pour la forêt, mais également pour les communautés. Voilà une photo d'un projet à Madagascar il y a quelques années. Nous avons demandé à la communauté locale qu'est-ce qui était vraiment les répercussions les plus importantes dans l'agriculture et plus précisément la production de riz. Et ils nous ont montré ce nuisible précis. Ce sont exactement le genre de choses que les chauves-souris mangent. Donc nous avons conduit une recherche.
Et l'on s'est rendu compte que les chauves-souris mangeaient principalement ce type de nuisibles. Et on peut ainsi quantifier les répercussions de la présence de chauves-souris sur l'économie, sur la mortalité des enfants en raison de l'utilisation de pesticides si les chauves-souris ne sont pas assez diverses. Technologiques pour réparer la biodiversité, mais finalement, la nature peut le faire nous-mêmes, pour nous et gratuitement. Yeah, and this is what we call ecosystem services. And now we speak quite a lot about nature-based solutions. Des solutions fondées sur la nature. Dans la lutte contre le changement climatique, on essaye autant que possible de mettre en avant et de pousser des solutions fondées sur la nature pour permettre à la nature de se guérir elle-même, de se restaurer. Et c'est un très bon exemple ici. C'est vrai pour les chauves-souris, les oiseaux et d'autres animaux. Nombre de ces espèces dispersent des graines, des semences, ce qui permet de planter des variétés, des forêts qui permettent de piéger le carbone, ce qui est vrai notamment au Brésil. Et là, il y avait ce processus d'évapotranspiration. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle des forêts tropicales dans lesquelles vraiment il y a une ambiance très humide. Et il y a vraiment ce qu'on appelle des rivières dans le ciel. Ce sont des rivières de nuages qui passent de l'Amazone jusqu'à São Paulo, la région de São Paulo, où il y a la production de soja, de bétail. Et nous avons vraiment besoin de cette eau, non seulement pour la population au quotidien, mais également pour de nombreuses activités économiques dont on a besoin. Et cette eau est générée par la forêt et en partie, cette forêt est plantée par les chauves-souris et elles le font gratuitement. Donc, ce sont vraiment des solutions fondées sur la nature ou ce sont les systèmes écosystémiques. C'est bien de ça dont on parle. Alors, malgré ces bonnes nouvelles, en tout cas les bonnes nouvelles qu'on peut voir dans certaines régions ou sur certains écosystèmes, la tendance mondiale reste de se diriger vers une 6e extinction qui semble être en cours. Les statistiques sont catastrophiques à l'échelle mondiale sur l'extinction du vivant. Quel rôle peuvent jouer ou doivent jouer selon toi, les entreprises, à quel moment on place le curseur entre le nécessaire investissement des entreprises, le risque de greenwashing et puis la contrainte qu'on peut exercer peut-être sur les entreprises? Les entreprises ont tant à faire. Il est essentiel de travailler main dans la main avec l'industrie, avec les différentes institutions, qu'elles soient gouvernementales ou privées. C'est indispensable. Les êtres humains sont au cœur de la conservation de la nature et nous devons transformer les comportements humains. Les entreprises sont un concept essentiel de l'humanité. Elles sont en quelque sorte des individus à part entière. Elles ont un rôle à jouer en tant qu'individus. Nous devons interagir avec les entreprises pour transformer leur comportement. Oui, le comportement humain est essentiel à la restauration et modifier les comportements des entreprises est crucial étant donné leur ampleur, leur magnitude. Par exemple, elles devraient modifier leur chaîne d'approvisionnement. Nous devons également utiliser ce que l'on présente souvent comme la hiérarchie du changement. Nous devons identifier les effets, les impacts, de manière aussi précise que possible, et dès lors que l'on ne peut éviter les répercussions d'une action, on doit minimiser celles-ci autant que possible. S'il n'est pas possible de les minimiser, on doit les compenser. On appelle souvent ça dans le jargon une compensation.
Et en bout de course, notre objectif est qu'il n'y ait pas de perte nette de la biodiversité. Pour ce faire, nous devons identifier notre impact sur la nature et les entreprises. C'est une question tout à fait complexe car les chaînes d'approvisionnement ont des répercussions différentes, viennent de différentes régions du monde. C'est très complexe. Cet entretien, je t'ai posé une question dont tu m'as dit que c'était la plus difficile. Je vais te la reposer. Est-ce que tu es optimiste de manière générale pour l'ensemble ? C'est une question très intéressante parce que je suis à la fois très optimiste et très pessimiste. Si on observe les chiffres, par exemple celui de la disparition des espèces, de leur extinction, enfin, il y a un déclin des espèces communes, des espèces qui autrefois étaient abondantes ne le sont plus. Certaines espèces sont devenues très rares par rapport à il y a 30 ou 40 ans. La biodiversité décline, oui, de manière générale, mais il y a certains exemples incroyables d'augmentation de la biodiversité. Certaines espèces spécifiques ont été sauvées de l'extinction et nous sommes de plus en plus efficaces en matière de restauration. Vraiment, je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est fascinant de participer à des projets de restauration car de nombreuses espèces reviennent. Le bison européen s'était éteint à l'état sauvage, complètement éteint. Et certains avaient survécu dans des zoos. À partir de ces animaux, des projets ont été mis en œuvre et maintenant il y a des milliers de bisons qui sont dispersés dans plusieurs pays européens. Je ne peux pas dire que cette espèce va bien, mais en tout cas, elle s'en sort beaucoup mieux qu'avant. Moi, je suis originaire du Portugal, où il y a un lynx, le lynx ibérien. C'était... Lorsque j'étais à l'université, il y avait environ 150 lynx de cette espèce au monde. C'était vraiment l'un des félins les plus rares, le félin le plus rare au monde. Et maintenant, il y en a plus d'1 millier au Portugal, en Espagne. Et la population de ce lynx est en augmentation. Moi, je viens d'une île qui s'appelle Madère. À Madère, il y a aussi un phoque très rare que l'on trouve uniquement à Madère, au Portugal, sur certaines côtes espagnoles, et donc le phoque moine. Et moi, à l'époque, c'est ce phoque qui m'a permis de comprendre ce que c'était la préservation de l'environnement. J'ai pu voir les actions des personnes qui cherchaient à les protéger. Il ne reste pas beaucoup de phoques à Madère aujourd'hui, mais il y en a plus qu'avant, donc je dirais que c'est une période intéressante pour être dans le domaine de la restauration de l'environnement, car on peut vraiment constater que si nous agissons, si nous laissons un espace à la nature, elle peut se régénérer. Les changements politiques des derniers mois, des dernières années peuvent avoir un impact aussi sur les politiques mondiales de préservation ? Oui, je crois. Je crois que c'est vraiment une période intéressante pour observer la politique. Il y a eu des modifications de nos trajectoires, la lutte contre les changements climatiques ou la restauration était plus mise en avant et on a l'impression qu'on pourrait revenir en arrière, mais je dirais que le progrès, de mon point de vue, c'est un pendule. Il va d'avant en arrière. Chaque action crée une réaction et parfois, on peut avoir l'impression de revenir en arrière, mais il faut se rappeler que l'on continue d'avancer et nous devrons continuer à aller de l'avant. Vous m'avez demandé si j'avais de l'espoir. Ma réponse est oui, et je voudrais paraphraser David Attenborough. Un célèbre naturaliste et biologiste britannique.
Il présente notamment des documentaires animaliers à la télévision. Je vais le citer, il fait référence à la biophilie. Nous avons évolué dans la nature. Il en va de notre essence. Nous sommes liés à la nature. Donc souvent, comme quand nous ressentons du stress, nous allons à la mer, en forêt, on écoute les oiseaux. Et je dirais que c'est notre attachement intrinsèque à la nature, une connexion qui nous fait nous sentir bien. C'est ça la meilleure définition de la biophilie. Donc David Attenborough avait été interrogé sur ce qui l'attirait dans la nature. Et il avait dit qu'il y avait tant de choses dans la nature qui rendaient la vie intéressante. Le monde naturel est la plus grande source d'enthousiasme, de beauté visuelle, la source la plus importante de stimulation intellectuelle. C'est vraiment la plus grande source de tant de choses dans la vie qui lui donnent la peine, qui nous donnent envie de vivre. Et nous avons vraiment un lien très fort à la nature et nous n'allons pas laisser ce lien se disloquer de la même façon que nous aimons nos amis, notre famille. La nature est en soi une famille étendue. Tôt ou tard, nous allons en prendre conscience. Rien que pour les répercussions que cela peut avoir sur notre bien-être lorsque nous sommes privés de nature. Car sans nature, nous sommes déprimés. On ne fait pas toujours le lien, mais il y a vraiment des preuves scientifiques qui appuient ces déclarations. Il serait difficile de le nier. Un des leviers qui est souvent évoqué, c'est l'investissement, évidemment. C'est un des leviers, en tout cas, que nos sociétés connaissent bien et que de nombreux décideurs espèrent utiliser. À quel point beaucoup de scientifiques, de biologistes estiment que la biodiversité, l'investissement dans la biodiversité est le plus rentable ou un des plus rentables du monde, puisque ça coûtera tellement plus cher dans 10 ans de réparer que si on investit aujourd'hui, c'est un rendement à 30% par an quasiment. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Oui, je vous ai parlé des nuisibles à Madagascar dans le domaine de l'agriculture. Un article a été publié dans le magazine Nature l'année dernière et faisait la corrélation entre le déclin des chauves-souris et la mortalité infantile. C'est une question tout à fait complexe, mais il y a un champignon en Amérique du Nord qui crée ce qu'on appelle le syndrome du museau blanc. Et ce syndrome a provoqué un déclin énorme de la population de chauves-souris. En 5 ans, certaines espèces ont été décimées. Or, ces espèces de chauves-souris consomment des insectes et consomment environ 40% de leur poids en insectes. Or, nombre de ces insectes sont des nuisibles pour l'agriculture. Donc ce déclin s'est produit en 2006 et les agriculteurs ont dû augmenter leur utilisation de pesticides la première année de 1 kg par hectare et 5 ans après le déclin des chauves-souris. Je crois que c'était par hectare le chiffre, plus de 2 kg de pesticides par hectare. Donc dans le journal Science, un journaliste a publié les données relatives à l'utilisation de ces pesticides, les données relatives au déclin des chauves-souris et les chiffres de la mortalité infantile. Il a tenté d'examiner tous les facteurs qui contribuaient à la mortalité infantile et le plus gros facteur était le déclin de la population de chauves-souris. Et bien sûr, cela a des répercussions économiques également. J'ai parlé de la question de l'eau en Amazonie, au Brésil, et les répercussions économiques des dérèglements climatiques sont évidentes. La perte de la biodiversité fait partie des 10 principales menaces à l'économie mondiale actuellement. Donc les solutions fondées sur la nature, les systèmes écosystémiques, tout ce que l'on reçoit gratuitement de notre environnement, du monde naturel, nous risquons
d'en payer le prix si nous n'agissons pas de la même manière que nous avons dû utiliser plus de pesticides parce que les chauves-souris disparaissaient. Nous devrons payer pour des services que pour l'instant nous obtenons gratuitement grâce à la nature. Saura convaincre certains sceptiques, certainement. En tout cas, à vous entendre, on entend avec cette bonne énergie que la nature fait du bien. Ça donne envie de se ressourcer. On va passer aux questions-réponses. Voilà, on a 5 minutes. Ça vous laisse le temps de poser quelques questions si vous le désirez. Oui, j'arrive. Oui, j'ai une question qui va aller au-delà des 60 ans. Voilà, il y a bien longtemps, nous avions des dinosaures, vous en avez un peu parlé, même des alligators en France, hein. Des dinosaures. Et lorsqu'il y a eu un grand changement, ils ont été remplacés par des mammifères qui ont proliféré sur cette terre. S'il y avait un retour des dinosaures, je ne suis pas sûr que les mammifères auraient beaucoup de place. Et l'homme n'y est pas pour grand-chose, très clairement. Alors, bon, vous avez élaboré sur 60 années, c'est ce qui me gêne. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas. Et là, le grand Vernadsky, vous en parlerez, c'est le grand biogéochimiste et qui est le spécialiste que vous devez connaître, puisque vous analysez peut-être le milieu. C'est la référence. Lui montre qu'en réalité, après chaque disparition, je dirais, d'un genre animal ou pas, il y a un remplacement par d'autres espèces. Le retour en arrière vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît n'existe pas. Mais ma question, c'est pourquoi vous vous arrêtez à 60 ans? Pourquoi il n'y a pas quelque chose comme si tout se déterminait sur les 60 dernières années, alors qu'on a vu des déclins des espèces sans que l'homme y soit pour grand-chose? So I think that c'est vrai pour la nature et pour le reste. Le changement est la seule constante. Je crois que c'est la seule chose qui fait consensus, le changement. Et c'est de cette façon que je perçois les choses. S'agissant des transformations de l'écosystème, il y a eu 6 grandes extinctions. Nous sommes en train de faire face à une extinction. Elle est appelée la 6e extinction, c'est l'Anthropocène. Elle est liée à l'activité humaine. Il n'y a jamais eu une espèce sur Terre responsable du déclin d'une espèce. C'est vraiment une extinction tout à fait spécifique. Mais en bout de course, la nature n'en a rien à faire. L'univers et sa façon de fonctionner fait que la nature continuera à exister. Elle sera différente, mais elle va continuer d'exister. Et le changement, oui, va continuer à se produire. Et si on regarde ce qui s'est passé et que l'on essaye aussi de voir vers l'avenir, il est évident que la nature telle que nous la connaissons va disparaître. Elle va se transformer. Pourquoi 60 ans? Parce que c'est un cadre temporel qui est le nôtre. Nous nous préoccupons de ce que nous connaissons. Nous connaissons cette nature, nous connaissons ce monde, et ce n'est pas que nous. Il y a aussi un concept qui consiste à transformer les lignes de référence. Dans notre perception de la réalité, il y a des lignes de référence, mais si vous interrogez vos grands-parents, les parents de vos grands-parents, qu'est-ce que la nature? Pour ces personnes, la référence était bien différente et nous devons utiliser cette mémoire collective avec le temps car elle est en train de disparaître et c'est très triste de se rendre compte que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'ombre de ce que le monde naturel a été. Et c'est pour cette raison que je voulais parler de 60 ans, car 60 ans, on peut se le représenter. Mon père était vivant, il était présent, donc vraiment c'est quelque chose qu'on peut saisir. Je n'ai pas 60 ans, mais je peux toujours comprendre de quoi il s'agit, alors que des milliers, des millions, des milliards d'années, on ne peut pas se le représenter. J'avais eu une réponse sur ce point-là de ton collègue Andy Purvis du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, qui avait dit, en fait, on dit toujours qu'il faut protéger la planète, sauver la planète. En fait, la planète, elle va continuer à vivre. Il n'y a pas de problème, elle le fera sans nous.
On a encore le temps pour une dernière question rapidement. Oui. Alors, pardon, mais... Alors, tac. Si vous pouvez passer. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour. C'était une question qui concernait aussi la question du temps, donc un petit peu comme la dernière. Mais sur plus le plan de l'investissement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une époque où il y avait des éléphantides en France, et c'est vrai, vous avez dit que c'était il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai, mais d'un point de vue d'investissement, c'était il y a très longtemps. Et je prends par exemple la question des forêts en France, parce que je connais un peu plus, et ça s'applique bien. Mais oui, les gens veulent bien financer pour planter des arbres, mais c'est pour planter des espèces de sapins industriels qui poussent très vite et qui ont un rendement très rapide, mais qui, d'un point de vue écologique, n'ont pas du tout le même intérêt que des forêts, pas forcément primaires, mais même secondaires plus anciennes, avec du chêne qui met beaucoup plus de temps à pousser. Donc j'entends que le chêne a beaucoup plus de valeur d'un point de vue d'investissement, par exemple, mais qui va financer, par exemple, des arbres qui mettent 200 ou 150 ans à pousser, d'un point de vue économique. Et c'est plus, est-ce qu'il y a une manière de dépasser un petit peu cette limite-là dans l'argument économique? C'est vraiment une question complexe, cette question du paiement pour les services écosystémiques. Au Costa Rica, par exemple, certaines politiques ont été menées, ont payé directement des personnes pour protéger la forêt. Et il faut tenir compte de différents éléments. On ne veut pas donner de l'argent à des personnes pour planter des arbres qui encouragera les personnes à couper des arbres pour en replanter de nouveaux. Donc il ne faut pas encourager à la destruction, mais à la régénération. Et il y a plusieurs façons de procéder. Et c'est un peu la même chose que pour les entreprises. Il faut d'abord identifier les forêts primaires, les forêts de grande qualité, et si l'on doit payer pour les protéger ou quels dispositifs doivent être créés. Pour ce qui est de planter ou de régénérer des forêts, l'eucalyptus, par exemple, ça peut être bon ou mauvais. Mais oui, l'eucalyptus peut être néfaste. Il faut être honnête. Je viens du Portugal. Le Portugal est l'un des pays où la densité d'eucalyptus est la plus forte. Il y a eu 2 feux de forêt une année et 55 personnes sont décédées dans l'un de ces incendies et l'autre, plus de 80 personnes. Et ces personnes sont décédées sur la route parce que les eucalyptus bloquaient les routes et vraiment, ces personnes ont été brûlées vives. Et c'est pour cette raison qu'il faut réfléchir à la biodiversité, à des espèces poreuses. Et à Madagascar, par exemple, les personnes ont besoin de bois de chauffe. Elles cuisinent avec du bois. On ne peut pas prendre ce bois des forêts, car ce sont des espèces d'arbres qui poussent lentement. Donc, les eucalyptus peuvent être utilisés dans ce contexte-là. Et il faut aussi avoir des productions pérennes de l'eucalyptus pour le papier. Donc, il y a des façons de procéder qui ne détruisent pas l'environnement. Mais pour ce qui est de la temporalité, oui, elle doit être prise en compte. Il faut encourager les personnes avec de l'argent ou d'autres incitations. Il faut vraiment, je pense, tenir compte Merci des beaucoup à tous les deux. Malheureusement, il est temps de temporalités. rendre la salle pour cet exposé très clair. Merci.